Donc je me présente, je suis Darwish Mohamed Tahar, je suis pharmacien pharmacologue au centre de recherche en sciences pharmaceutiques basé à Constantine. Donc j'aurai le plaisir de vous parler un petit peu d'une nouvelle activité de ce centre qui s'insère dans la thématique générale du market access qui a été choisie pour cette édition de CIFAL, en l'occurrence les outils de repositionnement d'un médicament. Donc la présentation, ça sera bien sûr une petite introduction pour définir cette notion qui n'est pas toujours familière à certains industriels algériens et qui gagnerait justement à être connue par le monde pharmaceutique algérien comme nouvelle piste d'innovation qui peut permettre de conquérir certains marchés internationaux pharmaceutiques. Donc, une fois le thème introduit, donc, on va parler d'un challenge, un défi. Donc, tout opérateur pharmaceutique vise à conquérir un marché existant ou bien créer un nouveau besoin pour créer une nouvelle opportunité, un nouveau marché pour développer cette activité qui est le métier du façonneur du médicament. Alors, nouveau ou ancien, c'est clair que si on veut conquérir un nouveau marché, souvent les boîtes pharmaceutiques n'ont d'autre choix que d'innover et de proposer un nouveau médicament pour une nouvelle ou une ancienne indication, peu importe, pour apporter un plus comparatif par rapport à la concurrence. Néanmoins, ce n'est pas nécessaire. Développer un nouveau médicament, on va voir les inconvénients, c'est une opération très fastidieuse. Comment peut-on conquérir un nouveau marché avec un ancien médicament? C'est en résumé le challenge qu'on se doit de relever. Donc l'alternative à développer un nouveau médicament, c'est de tout simplement donner une seconde vie à un médicament déjà commercialisé. Pour cela, on dispose de différentes options qu'on va essayer de voir rapidement. Mais avant tout, il faut déjà faire un état des lieux. Si je prends en référence ces chiffres américains qui vous donnent en histogramme le nombre de produits mis sur le marché, c'est-à-dire tout simplement le nombre d'AMM délivrés, vous devez la mettre en perspective par rapport à la courbe toujours ascendante ces 20 dernières années. Vous avez ici les chiffres entre 1998 et 2018 avec les dépenses en recherche et développement. Vous êtes frappé par le manque de corrélation. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent à dépenser en recherche et développement qu'on va mettre sur le marché de nombreux médicaments. Au contraire, la tendance ces dernières années, c'est de mettre peu de médicaments, mais des médicaments qui coûtent de plus en plus cher en termes de recherche et développement. Alors, pour essayer de relever ce challenge dans ce contexte difficile, comme je viens de l'expliquer, il y a plusieurs options. Une des options possibles, c'est ce qu'on appelle la recommercialisation. Comme son nom l'indique, c'est la mise sur le marché d'un médicament qui a été déjà abandonné. L'exemple frappant qui nous vient à l'esprit, c'est celui du thalidomide, tristement célèbre à cause de l'effet tératogène retiré du marché dès les années 70, qui a reçu une nouvelle vie avec de nouvelles indications, aussi bien en infectiologie qu'en cancérologie, ainsi que les maladies inflammatoires. Mais il est évident que recommercialiser présente des problèmes, ne serait-ce que l'absence définitive des chaînes d'approvisionnement en matières premières qu'il faudra réactiver à zéro. Deuxième option qui est plus familière à l'industrie pharmaceutique, c'est la reformulation, c'est-à-dire changer la forme pharmaceutique d'un médicament déjà existant pour améliorer sa cinétique, son absorbance, ainsi de suite. Donc les exemples sont très nombreux. La plus-value n'est pas toujours intéressante, mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus difficile à faire en industrie pharmaceutique. Mais l'option qu'on va étudier aujourd'hui, c'est celle du repositionnement. Alors tout d'abord, qu'est-ce que j'entends par repositionnement? Alors il n'y a pas de définition claire, définitive et sujette à une unanimité de la communauté scientifique et médicale, mais pour faire simple, on peut proposer la définition suivante. Repositionner un médicament, c'est tout simplement proposer une nouvelle indication à un médicament déjà commercialisé. Et donc ça permet de faire une plus-value intéressante. Vous allez me dire, est-ce que ça ne ressemble pas à une extension d'AMM? La réponse est clairement non. Tout d'abord, les aires thérapeutiques dans un repositionnement sont très différentes, alors que dans une extension d'AMM, généralement, on propose d'étendre vers des indications proches, liées souvent à la pathologie d'origine,
ou bien garder la même pathologie comme indication et étendre à une autre population de sujets. C'est généralement ce qu'on fait dans les extensions d'AMM. Mais là, c'est franchement quelque chose de plus radical, c'est de changer d'aire thérapeutique de manière importante. Alors, changer d'aire thérapeutique, ça implique que le médicament aura à justifier cette nouvelle indication avec un mécanisme d'action différent. C'est pour cela que ici, dans le repositionnement, le mot mécanisme est mis au pluriel. Chaque médicament est potentiellement doté de mécanismes différents qui restent à découvrir. C'est à nous de relever ce défi pour proposer de nouvelles indications très différentes. Et bien entendu, proposer une indication nouvelle n'implique pas nécessairement d'utiliser le même dosage. Dans le développement de ce médicament dans une procédure de repositionnement, souvent on doit faire appel à des formes différentes, mais le plus souvent à des dosages différents. Donc la teneur de l'actif dans l'unité de prise peut être quand même assez différente d'une indication à une autre. Alors, pour rappel, le processus de développement d'un nouveau médicament, ça c'est le cas classique d'un princeps innovant, est un processus fastidieux. Alors, vous avez déjà une étape qui dure plusieurs années, de 2 ou 4 ans, juste pour le screening et identifier la molécule et la proposer au développement pharmaceutique. Puis viennent encore 4 années dédiées au développement préclinique avec des essais in vitro, in vivo chez l'animal, aussi bien en termes de pharmacologie que de tolérance et donc de toxicologie. Et vous voyez qu'il y a de moins en moins de molécules qui passent les filtres jusqu'à arriver aux essais cliniques qui peuvent durer encore plus longtemps que les phases précédentes, jusqu'à 10 ans de développement, avec les différents essais que vous connaissez de phase 1, 2, 3, principalement. Et là, il n'y a généralement que quelques molécules qui sont retenues. Et enfin, à la fin de ce processus, il y a finalement une seule molécule qui pourra avoir l'AMM. Donc vous voyez déjà, il y a 12 à 15 ans de développement incompressible, c'est-à-dire on ne peut pas aller moins que ça, avec bien sûr des frais qui peuvent aller jusqu'à 2 milliards de dollars pour une seule molécule mise sur le marché. Donc il est clair que dans un contexte algérien, quand on va le voir tout à l'heure, il est difficile qu'un opérateur pharmaceutique modeste puisse relever ce défi, aussi bien en termes de temps, de ressources et surtout de risques. Parce que dépenser beaucoup d'argent, ça n'implique pas de réussir à la fin. Souvent, des molécules ne sont pas mises sur le marché, même après un processus de développement coûteux, à cause de problèmes de tolérance ou un manque d'efficacité, qu'il soit absolu ou bien manque d'efficacité comparatif. Alors, l'alternative à cela, c'est de faire ce qu'on appelle un repositionnement. C'est-à-dire, au lieu de prendre une molécule à zéro, on va prendre une molécule déjà commercialisée et on va faire un développement restreint. Vous allez voir qu'on va dépenser, comme la slide le montre, 1 à 2 ans, mais souvent 1 année juste pour identifier une molécule intéressante, 2 ans, voire même 0, c'est-à-dire la confirmer immédiatement comme molécule candidate potentielle, puis le développement. Alors il y a un développement galénique, c'est clair, si on doit changer de forme et de dosage, mais un développement clinique, parce que la nouvelle indication doit être étayée, bien sûr, par des essais cliniques, mais tous les problèmes de tolérance, de sécurité, de cinétique ont déjà été éclaircis lors de développements précédents. Donc cette procédure de repositionnement dans sa phase clinique sera courte. On peut aller en hypothèse basse à 1 année, voire maximum 6 ans. 6 ans, vraiment, c'est exceptionnel. Ça va se rapprocher plus vers 1 année de développement que vers 6 ans, bien sûr avec une période liée aux démarches administratives de la mise sur le marché qui peuvent aller jusqu'à 1 année ou 2. C'est-à-dire que là, vous voyez qu'en minimum 3 ans, ce qui était impensable pour un médicament innovant, on peut mettre sur le marché un médicament. On peut aller jusqu'à 12, mais c'est une hypothèse haute. Et même 12 ans, ça reste inférieur à la période de temps incompressible nécessaire au développement d'un princeps. Ce qu'on gagne en temps n'est pas suffisant. Il faut voir ce qu'on gagne en ressources et en coûts. On a vu qu'on pouvait aller jusqu'à 2 milliards de dollars concernant la dépense pour un produit innovant. Lorsqu'on fait un repositionnement, on peut faire descendre la facture dans un intervalle compris entre 400 et 800 millions de dollars, ce qui est beaucoup plus intéressant sur un plan pharmaco-économique. Donc, si vous êtes un laboratoire, vous avez le choix à différentes options. Première option, vous vous lancez dans le développement d'un produit innovant princeps.
Ça va coûter de l'argent, ça va coûter du temps, vous avez un risque important d'échec, mais si vous réussissez, c'est le jackpot. C'est-à-dire vous allez vendre un produit innovant avec bien sûr un prix adapté aux dépenses que vous avez consenties toutes ces dernières, avec un retour sur investissement qui peut, j'ai dit bien peu au conditionnel, être important. Deuxième option, vous êtes un opérateur modeste et là vous allez opter sur la démarche classique, surtout utilisée chez nous en Algérie, de génériquer un médicament. Les dépenses seront modestes, mais le retour sur investissement sera aussi modeste parce qu'il n'y a pas beaucoup de risques. Vous allez génériquer généralement un médicament qui marche bien. Bon, vous serez un générique parmi d'autres. Vous avez fait des dépenses de développement de générique avec un prix modeste de générique, retour sur investissement modeste, mais c'est tout à fait louable comme activité. Maintenant, le repositionnement essaie de combiner les avantages des deux options, c'est-à-dire réduire les coûts de développement, avoir un retour sur investissement intéressant, tout en ayant un certain label d'innovation qui vous permet de conquérir et de vous positionner sur un marché de manière prédominante. Donc, le repositionnement, pour suivre l'actualité récente, a connu une explosion durant les années Covid. C'est-à-dire pendant la pandémie, vous l'avez remarqué, on n'avait pas de traitement efficace contre le SARS-CoV-2. Donc on s'est, j'allais dire amusé, mais non, c'était quelque chose de très sérieux, de tester beaucoup de molécules sur le SARS-CoV-2, mais avec un rationnel derrière. Donc on ne pouvait pas tester les molécules au hasard, mais on n'avait pas le temps de développer une nouvelle molécule. Donc on devait tester des molécules déjà commercialisées, c'est-à-dire on était en plein dedans, c'est-à-dire une procédure de repositionnement qui permet d'apporter des réponses thérapeutiques potentiellement intéressantes en des temps courts, c'est-à-dire l'urgence sanitaire est un des facteurs qui peuvent nous inciter à faire un repositionnement de médicaments. Donc le facteur temps reste un facteur déterminant. Donc maintenant, comment va-t-on faire ce repositionnement? Quels sont les outils? Bon, les outils sont différents, mais je vais parler surtout sur la catégorie la plus importante, c'est les méthodes qu'on dit bioinformatiques, c'est-à-dire qui font appel à des logiciels, à de l'intelligence artificielle et toutes les méthodes de simulation pertinentes dans la recherche biomédicale. Parce que pour repositionner, on va voir qu'on doit gérer énormément de données et pour gérer ces données, on doit avoir des outils très puissants et très performants. Le but ultime, c'est de choisir les molécules les plus prometteuses, c'est-à-dire à la base, vous devez partir d'une indication et vous essayez de trouver quels seraient parmi les médicaments déjà commercialisés ceux qui peuvent être intéressants. Donc il n'y a plus de place ni au hasard ni à l'empirisme. Alors j'ai dit plus de place et pas de place, parce que le hasard et l'empirisme, il a joué son rôle dans l'histoire du développement pharmaceutique. Il y a eu des médicaments chez lesquels on a trouvé par hasard une nouvelle indication. C'est le cas de l'amantadine, anti-parkinsonien, qui s'est révélé doté d'une activité antigrippale. Il y a aussi l'empirisme, c'est-à-dire lors de l'expérimentation, on a remarqué, surtout à l'occasion d'effets secondaires, qu'un médicament peut avoir un autre mécanisme, donc une autre activité et potentiellement un autre effet thérapeutique intéressant. Mais si vous faites le repositionnement, il faut compter ni sur la chance, ni sur l'empirisme. Il faut avoir une démarche systématique, rationnelle et efficace. Alors cette démarche va impliquer des modélisations moléculaires, ou bien on va modéliser en partant du ligand, c'est-à-dire essayer de voir lesquels des médicaments qui ressemblent à un médicament qui marche déjà sur le plan structural, ou bien ce qu'on appelle des méthodes sur la base de la structure de la cible, c'est-à-dire dont la structure est susceptible d'interagir avec un récepteur ou une cible impliquée dans un processus physiopathologique que vous connaissez déjà. Mais l'essentiel, que ce soit du docking ou bien de la dynamique moléculaire, ce sont des outils in silico de modélisation. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail, on va essayer de voir la finalité de cet outil. Tout d'abord, c'est d'étudier la relation de deux populations. C'est quoi ces deux populations? C'est l'ensemble des médicaments qu'on a avec l'ensemble des pathologies qu'on veut traiter. Donc il y a des relations, il y a déjà des médicaments destinés à des pathologies. Maintenant, comment
établir des relations rationnelles entre les médicaments entre eux pour essayer de détecter lesquels pourraient être utiles dans de nouvelles pathologies, c'est ça le défi à relever. Alors pour relever ce défi, il est clair qu'il faut procéder avec une approche matrice. C'est-à-dire vous allez avoir un certain nombre de paramètres pour chaque médicament et un certain nombre de paramètres pour les cibles thérapeutiques que vous visez. Et donc vous devez faire des combinaisons entre ces paramètres pour essayer d'avoir des matrices efficaces qui peuvent générer des informations utiles. Pour cela, on fait appel généralement à de l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle le réseau de neurones. Donc à partir de données, les inputs assez réduits, on va essayer de générer des données intermédiaires de plus en plus importantes. Et si je les combine entre elles, j'aurai des combinaisons encore plus importantes. Et avec une démarche logique multicouche, j'essaierai à la fin de reproduire un résultat ce qui nous intéresse en pharma, c'est une molécule intéressante vis-à-vis d'une telle cible. Donc il faut quand même un puissant outil d'intelligence artificielle et un maximum de descripteurs, de paramètres pertinents pour les molécules et les différentes cibles, cascades de cibles. Plus vous avez de cascades de cibles, plus vous aurez de couches à gérer en réalité. Et donc ça génère beaucoup d'infos et donc il faut des outils puissants pour les analyser. Donc, en résumé, vous avez des médicaments qui sont déjà efficaces contre des pathologies, c'est-à-dire c'est les associations connues. Vous devez détecter les associations inconnues, c'est-à-dire entre des médicaments commercialisés avec des indications auxquelles ils ne sont pas encore destinés. C'est ça le but de l'opération, ce qu'on appelle les associations prédites. Donc en réalité, on fait un travail de prédiction et qui dit prédiction, dit ça va nécessiter une confirmation. Donc, prédire implique confirmer. Donc, ce n'est pas suffisant de prédire. Il faut quand même s'assurer que c'est une bonne prédiction. Alors, comment confirmer ou infirmer, parce que des résultats négatifs sont possibles, là, on n'a pas le choix. Il faut avoir des arguments de type expérimental. Et même un résultat négatif ici, il serait intéressant pour nous. Parce que plus vous générez des résultats qui soient positifs ou négatifs, plus votre algorithme de détection et de prédiction sera efficace. Donc cette croissance rapide des données, aussi bien sur les maladies et les médicaments, parce qu'en réalité, la recherche scientifique génère énormément de publications, énormément de résultats, et ces résultats sont notre matière première pour faire du repositionnement. Donc l'enjeu, c'est de gérer ces données avec la maîtrise d'outils performants qui combinent justement les approches expérimentales et computationnelles. Computationnel, c'est synonyme de computer, c'est-à-dire qui fait appel à l'in silico. Donc la nouvelle donne, c'est qu'un médicament peut avoir plusieurs cibles. Donc ça implique d'avoir bien sûr plusieurs mécanismes, mais à nous de découvrir ces différents mécanismes pour proposer ces nouvelles cibles. Donc la nouvelle vie d'un médicament, ici, grâce au repositionnement, ça sera tout simplement une nouvelle indication. C'est ça la finalité du repositionnement. Alors nous, au niveau du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques, on a dédié une équipe multidisciplinaire, comme on le verra tout à l'heure, au repositionnement des médicaments. Mais repositionner un médicament, ce n'est pas un travail de recherche fondamentale. Il faut une exploitation industrielle. Heureusement, nous avons bénéficié d'un partenariat avec un laboratoire algérien, c'est le laboratoire Becker, installé à Alger. Donc l'activité de repositionnement du CRSP implique une station de calcul. On a acquis des machines de calcul assez puissantes, des logiciels fiables avec des algorithmes qui peuvent répondre aux besoins du développement pharmaceutique, des compétences humaines, c'est important parce que la machine ne fait pas tout. Il faut un humain derrière et un humain de différents profils. Pharmacien, biologiste, chimiste théoricien et nouvelle spécialité qui a été recrutée dans notre centre, c'est les bioinformaticiens. Donc c'est une nouvelle spécialité qui apporte vraiment un plus décisif au développement pharmaceutique. Donc le repositionnement, c'est une ambition assumée du Centre de recherche en sciences pharmaceutiques qu'on réalise avec nos partenaires tels que le laboratoire Becker, qui est un laboratoire algérien qui nous a surpris justement par son esprit d'innovation et ses ambitions en termes d'innovation et de développement qui vise à innover sur le plan pharmaceutique dans un contexte algérien dans le but justement de valoriser le produit final qui est un médicament
avec de nouvelles caractéristiques, une nouvelle spécificité qui répondent mieux aux besoins sanitaires du pays. Donc ça implique que le partenaire industriel pharmaceutique Becker s'est montré ouvert justement au monde académique représenté par l'université et le CRSP que je représente ici. Donc c'est un défi que veut relever aussi le laboratoire Becker d'essayer de faire du repositionnement de produits pour avoir une valeur ajoutée en termes d'innovation. Ce contexte algérien n'est pas toujours favorable à l'innovation. Vous avez vu la lourdeur d'un investissement de développement ex nihilo, c'est-à-dire à partir de zéro. C'est pour cela que le repositionnement peut convenir quand même aux capacités techniques, scientifiques et financières surtout d'un laboratoire algérien dans le but d'avoir des objectifs réalistes, c'est-à-dire qu'on peut concrétiser à court terme, pertinents, qui répondent à des problématiques aussi bien économiques, et ça c'est légitime de la part du laboratoire, et sanitaire, ce qui intéresse les autorités publiques, et surtout originaux. C'est-à-dire on ne va pas copier un produit qui existe déjà, on va créer de l'innovation en proposant une molécule, même ancienne, mais dans une indication nouvelle. Et donc le support du CRSP sera toujours acquis à tous les laboratoires qui veulent se lancer dans cette démarche. Donc les avantages, c'est de réduire les coûts, on l'a dit, réduire les délais, c'est-à-dire on peut avoir un livrable, au lieu d'attendre 10 ans, peut-être 2 ou 3 ans, on peut avoir un produit innovant, et réduire les risques d'échec, parce que l'échec s'introduit une perte de temps et une perte d'argent, et voire bien sûr une déception humaine naturelle. Donc en termes de perspective, le repositionnement est un atout innovant qui permet aussi d'espérer de placer des produits conçus en Algérie sur le marché international. Et bien sûr, toute procédure de repositionnement doit être accompagnée d'une gestion de la problématique de la propriété intellectuelle. Il faut quand même essayer de breveter cette procédure, protéger les gens qui innovent pour permettre un retour sur investissement intéressant. Et je vous remercie pour votre attention.